Bienvenue aux rencontres Victor Hugo Co. Bonjour à tous, bienvenue à cet événement littéraire un peu particulier. D'abord parce que le comédien Victor Duclos et moi-même allons l'animer en ligne en raison de la pandémie, évidemment. Ensuite parce que c'est une première. C'est la première des manifestations que les rencontres Victor Hugo Co comptent organiser tout au long de l'année. Ça sera autour d'un écrivain à chaque fois différent et en public cette fois, nous l'espérons. Puis il y aura le point d'orgue, sans doute mi-septembre, que sont les traditionnelles rencontres littéraires de 2 jours, chaque fois autour d'un thème. Et cette année, le thème sera la ville dans le roman dans les villes. Cela devait être le sujet des rencontres 2019 qui ont été annulées pour les raisons que vous savez. Enfin, le rendez-vous de ce jour est particulier parce que l'invité d'honneur n'est pas un romancier, mais un archipel, l'archipel de la Manche. C'est-à-dire Chausey, les îles anglo-normandes, toutes ces îles qui sont sous nos fenêtres, ou presque, et qui sont notre jardin. Ces îles sont visibles à l'œil nu pour certaines, tapies à l'horizon ou invisibles au large pour d'autres. Elles sont en tout cas toutes des territoires de romans, des territoires d'évasion, de rêve. Et quand la mer est trop mauvaise pour s'y rendre, ou le temps trop froid, il nous reste la littérature. Eh bien, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Pour parler de cet archipel, nous allons convoquer quelques écrivains, des écrivains qui ont écrit ou parfois vécu sur les îles de la Manche, Chausey, Guernesey, en passant par tout l'archipel anglo-normand et ses cailloux perdus, comme les Minquiers, les Écrehoux, Hermes, Gétou et quelques autres. Je vais présenter maintenant chacun de ces écrivains et son rapport aux îles. Victor lira un extrait correspondant. Nous évoquerons des auteurs classiques, mais aussi des contemporains. Il ne s'agira en rien d'une recensation exhaustive, mais d'un choix qui sera purement subjectif. Parmi les écrivains qui ont écrit sur les îles anglo-normandes, et les îles de la Manche en général, le premier à citer, c'est Chateaubriand. Je ne vais pas vous le présenter, sauf pour vous dire qu'en 1793, il a passé quelques heures à Guernesey, puis quelques mois à Jersey. Chateaubriand venait de fuir la Révolution, il avait rejoint le corps des volontaires royalistes, recruté par le prince de Condé. En septembre 1792, il est blessé et part d'Ostende en bateau pour Jersey. Il va s'abriter chez un oncle. Très malade, il fait escale brièvement à Guernesey et le capitaine refuse de l'emmener plus loin. Il est trop malade. Il est recueilli dans une maison de pêcheurs, repart le lendemain, toujours très malade, et débarque à Jersey. Il va rester à Jersey de janvier à mai 1793 avant de partir pour l'Angleterre. Les îles de la Manche, Chateaubriand en parle dans les Mémoires d'Outre-Tombe, notamment dans un passage où il évoque le souvenir de son cousin Germain, Armand de Chateaubriand, qui était lui aussi un volontaire dans les rangs de l'armée de Condé. Comme lui également, il avait rejoint Jersey et servait d'agent de liaison entre Jersey et les royalistes de l'intérieur. Un jour, ce cousin part à Jersey avec du courrier compromettant, c'était la correspondance des princes. Il part sur un bateau qui est rejeté sur les côtes normandes et fait naufrage. Reconnu, cet Armand de Chateaubriand est arrêté. Il sera condamné à mort par une commission militaire en 1809. Malgré les suppliques de François-René de Chateaubriand, adressées à Napoléon Ier, il sera fusillé le 31 mars 1809 dans la plaine de Grenelle. Voici le récit de ses aventures fait par François-René de Chateaubriand. Armand parvint à s'embarquer sur un bateau acheté à Saint-Malo, mais repoussé par le nord-ouest, il fut encore obligé de caler. Enfin, le 6 janvier, aidé d'un matelot appelé Jean Briand, il mit à la mer un petit canot échoué et s'empara d'un autre canot à flot. Il rend compte ainsi de sa navigation qui tient de mon étoile et de mes aventures dans son interrogatoire du 18 mars. Depuis les 9 heures du soir que nous partîmes, jusque vers les 2 heures après minuit, le temps nous fut favorable. Jugeant alors que nous n'étions pas éloignés des rochers appelés les Minquiers, nous mîmes à l'ancre dans le dessein d'attendre le jour. Mais le vent ayant fraîchi et craignant qu'il n'augmentât davantage, nous continuâmes notre route. Peu de moments après, la mer devint très grosse, et notre compas ayant été brisé par une vague, nous restâmes dans l'incertitude de la route que nous faisions. La première terre dont nous eûmes connaissance, le 7 janvier, il pouvait être alors midi, fut la côte de Normandie, ce qui nous obligea à mettre à l'autre bord, et de nouveau, nous revînmes mettre à l'ancre près des rochers appelés Écrehoux.
située entre la côte de Normandie et Jersey. Les vents étaient contraires et forts, nous obligèrent à rester dans cette situation tout le reste du jour et la journée du 8. Le 9 au matin, dès qu'il fit jour, je dis à Depagne qu'il me paraissait que le vent avait diminué, vu que notre bateau ne travaillait pas beaucoup, et de regarder d'où venait le vent. Il me dit qu'il ne voyait plus les rochers près desquels nous avions mis l'ancre. Je jugeais alors que nous allions en dérive et que nous avions perdu notre ancre. La violence de la tempête ne nous laissait d'autre ressource que de nous jeter à la côte. Mais nous ne voyions point la terre. J'ignorais à quelle distance nous pouvions en être. Ce fut à ce moment que je jetai à la mer mes papiers auxquels j'avais pris la précaution d'attacher une pierre. Nous fîmes alors vent en arrière et fîmes côte vers les 9 heures du matin à Bretteville-sur-Haye, en Normandie. Nous fûmes accueillis à la côte par les douaniers qui me retirèrent de mon bateau presque mort, ayant les pieds et les jambes gelés. On nous déposa l'un et l'autre chez le lieutenant de la brigade de Bretteville. 2 jours après, Depagne fut conduit dans les prisons de Coutances et, depuis cette époque, je ne l'ai pas revu. Quelques jours après, je fus moi-même transféré à la maison d'arrêt de cette ville. Le lendemain, je fus conduit par le maréchal des logis à Saint-Lô et je restai 8 jours chez ce même maréchal des logis. J'ai paru une fois devant monsieur le préfet du département. Et le 26 janvier, je partis avec le capitaine et le maréchal des logis de gendarmerie pour être amené à Paris, où j'arrivais le 28. On me conduisit au bureau de M. Desmarais, au ministère de la Police générale, et de là, à la prison de la Grande Force. Armand eut contre lui les vents, les flots et la police impériale. Bonaparte était de connivence avec les orages. Les dieux faisaient une bien grande dépense de courroux contre une existence chétive. Le paquet, jeté à la mer, fut rejeté par elle sur la grève de Notre-Dame d'Alou, près de Valognes. Les papiers renfermés dans ce paquet servirent de pièces de conviction. Il y en avait 32. Quintal, revenu avec son bateau aux plages de la Bretagne pour prendre Armand, avait aussi, par une fatalité obstinée, fait naufrage dans les eaux de Normandie, quelques jours avant mon cousin. L'équipage du bateau de Quintal avait parlé. Le préfet de Saint-Lô avait su que M. de Chateaubriand était le chef des entreprises des princes. Lorsqu'il apprit qu'une chaloupe montée seulement de 2 hommes était atterrie, il ne douta point qu'Armand ne fût un des 2 naufragés, car tous les pêcheurs parlaient de lui comme de l'homme le plus intrépide à la mer qu'on eût jamais vu. C'était les rencontres Victor Hugo & Co. avec Édouard Launay. et Victor Duclos.